Bonsoir. Au sommaire de ce journal, à la une, élection communale 24 heures après le vote. Les regards sont désormais tournés vers les commissions de centralisation. L'opération se poursuit à Conakry et à l'intérieur du pays. C'est parti pour la commercialisation du café et de cacao. Les prix sont fixés à 10 000 francs le kilo de cacao et à 18 000 francs le kilo de café. Littérature Conakry, capitale mondiale du livre, la Renaissance française a distingué le professeur Djibril Tamsinian comme écrivain du mois de janvier. Voilà pour les titres. Encore une fois, bienvenue à tous. Ce journal s'ouvre sur l'actualité politique. 24 heures après la tenue des élections communales, les regards sont désormais tournés vers les commissions administratives de centralisation de vote. Fini les opérations de dépouillement, l'heure est au traitement des procès-verbaux. Quel est le niveau d'avancement de cette opération à Conakry? Élément de réponse dans ce reportage de Makemedonzo. Dans les différentes circonscriptions électorales du pays, l'heure est à la centralisation des procès-verbaux. À Conakry, dans la commune de Dixine par exemple, les 254 procès-verbaux des bureaux de vote sont transmis à la commission chargée du traitement des dossiers. Depuis hier nuit, nous sommes à un niveau très avancé dans la centralisation. Mais je ne peux pas, à l'état actuel des choses, vous donner un sens, en tout cas par rapport aux résultats. À l'instant où je vous parle, nous avons procédé au dépouillement de près de 120. Ça se passe dans une quiétude totale, dans une harmonie, une bonne atmosphère. À Kaloum, où notre équipe est passée à 17 h, 88 procès-verbaux sont évalués sur un total de 143. Dans la salle de traitement, les représentants de 9 listes de candidatures sont présents. Les organisations de la société civile, le ministère de la décentralisation, la magistrature et la CENI suivent également les opérations. De 22 h jusqu'à 4 h du matin, on était là. De là maintenant, on continue à travailler et dans le cadre de la centralisation, revoir les documents qui sont venus. Est-ce que c'est dans les normes? Est-ce que ça manque? Qu'est-ce qui manque? On est en train de faire ce travail-là actuellement avec la synergie de la commission de centralisation et la synergie le regard citoyen. Les différents participants à cette centralisation maîtrisent bien le processus et nous sommes en train de dépouiller tout doucement, tranquillement, pour que les résultats qui sortiront de cette salle ne puissent souffrir d'aucune contestation. C'est ça l'objet de notre travail. Dans le code électoral, les commissions administratives de centralisation de vote, CACV, doivent se prononcer sur les résultats 48 heures après le vote, à travers la présidence qui est assurée par un magistrat. Il en est ainsi sur toute l'étendue du territoire national. Oui, Makame, l'opération se poursuit également à l'intérieur du pays. Dans la commune urbaine de Guékédou, la centralisation des procès-verbaux a pris fin. Dans l'attente de la proclamation des résultats, les candidats saluent la transparence qui a caractérisé ce scrutin. Ablaye Diallo en région forestière. Dans la commune urbaine de Guékédou, les acteurs du processus électoral saluent les résultats issus des communales. Tous estiment, mouvance comme opposition, que le scrutin a été transparent au centre-ville de Guékédou. Pour ce qui concerne la commune urbaine de Guékédou, le dépouillement, la centralisation, ça s'est passé dans la transparence. Au niveau de la commune urbaine de Guékédou, pour la première fois, moi personnellement, après ces résultats de ce matin, j'ai été pris en triomphe par tous les opposants qui étaient dans la salle. Parce que tout le monde était satisfait de la nature des élections, de la nature de ces résultats, surtout la manière dont nous avons compilé ces résultats-là ce matin. Le président de la commission électorale préfectorale indépendante de Guékédou confirme. Nous avons obtenu un résultat accepté de tous les acteurs, y compris l'opposition, parce qu'ils l'ont déclaré dans la salle avec une ambiance pour dire que tout ce qui s'est passé a été fait dans la transparence, dans la plus grande liberté. Donc, ils ont reconnu les résultats issus des urnes. Pour ce qui est de Massanta, la compilation des résultats se poursuit dans la commune urbaine, tout comme dans les communes rurales.
Justement, en parlant de ces élections, nous recevons ici, sur ce plateau, le commissaire Étienne Soropogui. Il est le directeur des opérations de la CENI. Bonsoir, monsieur Soropogui. Bonsoir, madame Camara. Vous venez de suivre l'évolution du processus électoral à Conakry et à la région forestière. Qu'en est-il pour le reste du pays? Écoutez, à l'issue du scrutin d'hier, donc après les opérations de vote, les dépouillements se sont poursuivis très rapidement et tout de suite, les présidents du bureau de vote et l'ensemble des membres du bureau de vote ont acheminé au niveau des commissions administratives de centralisation de vote les procès-verbaux des bureaux de vote. Donc je crois que cette opération s'est déroulée conforme à un schéma qui avait été prédéfini par la CENI. Naturellement, dans le cadre du déroulé de ce schéma qui était lisible et clair, on y a associé les acteurs qui compétissaient, les forces de sécurité. Et quand on arrive au niveau des commissions de réception, au niveau des CACV, on y a mis en place des commissions de réception des PV. Ces commissions ont été aussi outillées pour faire en sorte qu'il n'y ait pas assez d'engorgement au niveau de la CACV. Donc ce travail a été finalisé. Les PV classés par district et quartier ont été remontés au niveau des commissions de centralisation. Les travaux ont commencé depuis hier dans beaucoup de circonscriptions. Ces travaux sont en train de se poursuivre dans certaines circonscriptions. Beaucoup de circonscriptions ont déjà terminé ces travaux de centralisation. Donc il s'agira pour les juges qui sont présidents de ces commissions. Je rappelle que ces commissions sont présidées par des juges, des magistrats. Les vice-présidents sont des représentants de l'administration du territoire et un représentant de la CENI et 2 assesseurs qui sont tirés au sort parmi les compétiteurs. Et naturellement, ces commissions sont ouvertes à l'ensemble des compétiteurs. Donc il s'agira pour les uns et les autres de veiller à ce que tout se passe normalement dans le cadre des travaux de ces commissions. Et je crois juste après la totalisation, la centralisation, le président doit pouvoir procéder à la proclamation des résultats de manière officielle. Il ne s'agira pas, et je crois que c'est important de le dire ici, il ne s'agira pas d'afficher les résultats, il s'agira de procéder à la proclamation officielle. Naturellement, selon les termes de la loi, la proclamation définitive interviendra, c'est du ressort du président de la CENI. C'est important. Monsieur Soropogui, parlons du cas de la circonscription de Guékédou, par exemple. Le comité de centralisation a fini son travail, mais est-ce que ce comité doit attendre la CENI pour proclamer les résultats? Absolument pas. Je crois qu'il appartient, selon les termes du code électoral, il appartient au président de la commission administrative de centralisation des votes de procéder à la proclamation des résultats provisoires. Et je crois que cette proclamation, naturellement, on peut y associer les médias locaux. C'est important que ça se fasse de manière solennelle. Il ne s'agira pas d'afficher parce que ça peut donner l'impression qu'on est en train de cacher des choses. Et les PV vont être remontés au niveau de Conakry, les PV de centralisation. Nous y travaillons. Nous avons mis en place les commissions de réception au niveau central. Et après les compilations, le président de la CENI procédera à son tour à la proclamation définitive. Mais attention, c'est important pour les compétiteurs de noter que avant la proclamation, après la proclamation, les compétiteurs ont 3 jours pour saisir le juge, donc ouvrir le contentieux. Je crois que quand ce délai finira, ils seront forclos et en ce moment, le président de la CENI proclamera les résultats et naturellement, cette proclamation est sans recours. Et pour revenir sur le scrutin d'hier, est-ce que vous avez été confronté à des problèmes? Oui, naturellement, le scrutin d'hier, de notre point de vue, s'est passé dans des conditions les meilleures possibles. C'est une œuvre humaine. Il fallait le faire. Nous avons tenu ce rendez-vous. Personne n'y croyait. Aujourd'hui, je crois qu'il faut se réjouir que finalement, qu'on soit allé à ces élections. Naturellement, il y avait des petits couacs techniques qu'on a dû solutionner au fur et à mesure, notamment sur des questions logistiques qui étaient relativement mineures. Alors nous avons, il faut le dire, été confrontés à un problème qui a failli, en tout cas par rapport à ce qui nous a été remonté par les acteurs, porter un point noir à ce scrutin. C'est la question de l'utilisation des fiches
de procuration. La loi n'interdit pas, en tout cas dans sa contexte actuelle, n'interdit pas que le vote par procuration ait lieu. Dans le cadre des discussions que nous avons eues avec les acteurs, nous avons estimé que pour éviter un phénomène de fraude, qu'il est important de limiter l'utilisation de ces procurations. Alors, il est prévu dans le cadre des textes de loi que la CENI peut en donner à ceux qui souhaitent l'avoir, que les autorités locales, sans définir plus ou moins l'ampleur, peut donner aussi, les forces de sécurité, le commandant de la zone peut aussi donner. On a eu comme l'impression que les procurations ont été éditées à l'insu de la CENI, parce qu'on a eu comme l'impression que sur le terrain, il y avait assez de feuilles de procuration que nous n'avons pas éditées, qui s'est retrouvées dans la main de plusieurs chefs de quartier. C'est un fait qui est à déplorer. Et est-ce que l'utilisation de ces procurations a un impact sur le scrutin? Non, mais je crois que globalement, on a su stopper, parce que nous avons lu, comment on appelle, un communiqué au niveau de la synergie des radios pour demander à ce que l'utilisation de ces procurations devrait être limitée à 5 procurations par bureau de vote. Donc nous avons de ce point de vue-là donné des indications aux magistrats qui président les CACV pour que les bureaux de vote qu'ils dépouillent, qu'ils traitent, qu'ils tiennent compte de cette indication qui a été donnée par la CENI. Si on remarque qu'un bureau de vote est au-delà de 5 procurations, on devrait pouvoir mettre ces procurations à côté pour tenir compte des indications que la CENI a données préalablement. Merci, monsieur le commissaire, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous rappelle que monsieur Etienne Soropogui est le directeur des opérations de la CENI. Je vous remercie. Justement, à la suite du vote d'hier, le RPG Arc-en-Ciel a appelé à la responsabilité depuis son siège. Nous vous invitons à suivre un extrait de cette première déclaration au micro de Maurice Sidibé. Quelle que soit notre position, nous allons travailler avec tous les alliés dans l'esprit du rassemblement national qui est celui du RPG Arc-en-Ciel. Avec toutes les Guinéennes et tous les Guinéens, notamment nos alliés de la majorité présidentielle. Certes, il y a eu des incidents par endroits. Notre parti, qui est un grand parti, comme tout le monde le sait, en Guinée, s'est organisé au niveau de toutes les collectivités du pays. La commission électorale du parti est décentralisée sur toute l'étendue du territoire national et selon les informations que nous recevons, les élections se sont bien déroulées. Des incidents ont été signalés ici et là, des provocations et parfois même des agressions dont notre parti a été victime. Le RPG Arc-en-Ciel, fidèle à son esprit de responsabilité et de tolérance, y répondra par les voies idoines. Le démembrement de la commission électorale au jour d'aujourd'hui sont à pied d'œuvre dans toutes les circonscriptions du pays et nous vous communiquerons au moment venu les résultats qui nous parviendront et au fur et à mesure. Pour l'instant, nous appelons les citoyennes et citoyens au calme et à la sérénité. Je vous remercie. C'est parti pour la campagne de commercialisation du café et du cacao pour la saison 2017-2018. À Guékédou, après des heures de concertation entre acteurs impliqués dans ce processus, le prix du kilogramme de café est fixé à 10 000 francs guinéens et celui du cacao à 18 000 francs. Explication, Sam Maratolno. À Guékédou, le commerce du café et du cacao est devenu l'une des principales activités des populations. Dans les magasins de la ville, des tonnes de café et cacao sont stockées pour l'exportation. Pour la campagne de commercialisation 2018, les acteurs de la filière se retrouvent ici afin de fixer les prix sur l'ensemble du territoire. Dans le but de garantir le revenu adéquat aux petits producteurs à la base, au nom du gouvernement, j'ai l'honneur de vous annoncer les prix planchers pour la campagne de commercialisation 2017-2018.
Le café, le prix plancher est fixé officiellement à 10 000 francs guinéens le kilogramme. Pour le cacao, le prix plancher est fixé à 18 000 francs guinéens pour 1 kilogramme. Producteurs et commerçants sont soulagés des prix fixés. Pour cette nouvelle campagne, tous s'engagent à œuvrer afin que le pays mette sur le marché international du café et du cacao de qualité. Les prix fixés cette année nous va vraiment bon au cœur parce que le producteur veut que quand il produit, qu'il ait aussi un bon prix. C'est ce qui fait vraiment la satisfaction du producteur. Parce que nous souffrons beaucoup dans la production. Dire qu'il faut planter jusqu'à la production, c'est vraiment d'énormes activités. Et quand le prix est vraiment rémunéré, ça encourage aussi le producteur. Souvent, nos parents récoltent des cafés verts. Mais nous, notre devoir maintenant, c'est d'aller vers ces planteurs pour les conseiller, les sensibiliser pour qu'ils cessent de cueillir les cafés verts, les cafés non mûrs. La culture du café et du cacao occupe de plus en plus une place prépondérante dans l'économie rurale en région forestière. La promotion du café et du cacao est assurée au sommet de l'État. L'enjeu est de garantir une meilleure rentabilité aux producteurs guinéens. La région de l'Abbé sous la voie de l'excellence, cela se passe à travers la cérémonie dénommée Oscar de Fouta. Sur les 5 nominés, c'est le recteur de l'université de l'Abbé qui décroche le prix du meilleur administrateur 2017. Le collectif des travailleurs de l'Abbé pilote l'événement. Le reportage est signé Mohamed Seyar Souma. La préfecture de Mamou renforce sa position dans la culture de la pomme de terre. Ici, dans la plaine de Soleya Bamba, 150 hectares sont valorisés par l'Union des groupements agricoles de Sumbalako. À ce jour, plus de 3200 tonnes de pommes de terre sont annoncées pour la récolte de cette année. Les producteurs locaux saluent les efforts du président de la République. Grâce à l'effort du président de la République, M. Alpha Condé, vraiment, j'ai eu beaucoup d'intrants ici. J'ai sémé les pommes de terre. Nous sommes très ravis. Je remercie très infiniment le président de la République qui encourage l'agriculture dans notre pays. Grâce à lui, on ne constate pas maintenant l'exode rural dans la région ou bien dans notre préfecture. De 2011 à nos jours, la fourniture des engrais est passée de 20 000 à 100 000 tonnes par an. Une initiative présidentielle qui produit des résultats encourageants avec le niveau élevé de la production. Pendant ce temps, le gouvernement est invité à créer des facilités dans l'écoulement des produits sur les différents marchés du pays. Si le gouvernement ne stoppe pas l'importation, ce que les gens importent pour ramener au marché guinéen, nous les paysans, on ne peut pas vendre notre production. En plus de la pomme de terre, la préfecture de Mamou excelle également dans la culture du maïs, une filière inscrite dans l'agenda du président de la République au profit de la localité. Vous avez compris, c'était plutôt la culture de la pomme de terre dans la région de Mamou qui excelle dans cette production. Et puis les potentiels énergétiques, un autre espoir pour les pays africains, c'est du moins ce qui affirment les responsables de l'énergie à l'Union africaine. Avec une capacité de 6 000 MW en hydro-énergétique et autres énergies renouvelables, la Guinée répond progressivement à son besoin continental. Ce, à travers le lancement en cascade des travaux de plusieurs barrages. Reportage signé Ansoumane Toumani Camara. La Guinée, au-delà de ses énormes ressources minières, dispose aussi d'un potentiel énergétique considérable. Qualifié de château d'eau de l'Afrique occidentale, le pays compte 1165 cours d'eau, dont 3 des 5 fleuves les plus importants du continent. Son potentiel hydroélectrique est estimé à plus de 6 000 MW, soit le quart des 25 000 de l'Afrique de l'Ouest. Au siège de l'Union africaine, à Addis Abeba en Éthiopie, ce potentiel naturel confère à la Guinée le statut très futur d'une puissance énergétique et politique en Afrique, avec un grand réseau d'interconnexion électrique. La Guinée, en tant que château d'eau de l'Afrique, regorge de potentialités et nous sommes en train de l'explorer. Je pense que l'intégration entre les pays de l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal, entre les pays aussi de l'organisation de la mise en valeur du fleuve
Gambie est aussi importante et aussi un exemple de réussite qu'il faut suivre, mais aussi la dimension des énergies renouvelables de manière générale en Guinée et en Afrique subsaharienne de manière générale. Je pense qu'aussi elle est valablement pilotée par son excellence président Alpha Condé, qui porte aujourd'hui le drapeau des énergies renouvelables en Afrique. Pour répondre à ces attentes continentales, les dirigeants guinéens, depuis 2010, sont sur la réalisation de nombreux projets hydroélectriques et de toutes les dimensions dans tout le pays. Après la mise en service de Kaleta, 2 autres barrages, comme Soapiti et Amaria, sont en construction. De l'énergie renouvelable, la Guinée s'impose aussi dans la sous-région avec un potentiel solaire de près de 5 kWh par jour et un gisement éolien de 3 mètres par seconde comme vitesse moyenne de vent. Un mot de religion en brève imagé, le secrétaire général des affaires religieuses rentre d'une mission en Arabie Saoudite. Ali Jamal Bangoura est allé raccompagner la dépouille mortelle du prédicateur saoudien tué récemment à Mayana. Face à la presse, il est revenu sur les faits marquants de cette mission. Nous y reviendrons. C'est demain la journée internationale de tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. La lutte s'intensifie pour mettre fin à la pratique et cette année, le thème s'articule autour de la décision politique de gagner le combat. À la veille de cette journée, la ministre de l'Action sociale a fait une déclaration commentée par Mohamed II Camara. La célébration de la journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines vise à attirer l'attention des pouvoirs politiques et des communautés à intensifier davantage la lutte contre la pratique. En Guinée, le taux de prévalence des MGF est l'un des plus élevés au monde, soit 97% pour la tranche d'âge de 15 à 49 ans, selon l'enquête démographique de santé de 2012. Cette année, le thème choisi par la communauté internationale est mettre fin aux mutilations génitales féminines est une décision politique. Les mutilations génitales féminines ne disparaîtront que par la force d'action coordonnée de tous les acteurs conduits par un leadership politique fort. Sur le terrain, beaucoup de combats sont menés pour l'éradication de cette pratique traditionnelle en Guinée. L'ensemble de ces efforts et bien d'autres menés avec l'appui des partenaires techniques et financiers, y compris les ONG, dans les communautés en termes d'éducation et d'habilitation, ont permis une baisse significative de la prévalence de 6 points d'indice, la ramenant ainsi à 91% selon les résultats d'une récente étude sur les violences basées sur le genre, y compris les mutilations génitales féminines, réalisée par le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance en 2017 avec l'appui de l'UNFPA. Pour la célébration de cette journée dédiée à la lutte contre les MGF, le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, appuyé par les partenaires, compte mener des actions de sensibilisation et de plaidoyer en faveur de l'abandon de la pratique dans tout le pays. Sur un autre plan, le web-journalisme serait-il une menace pour la presse écrite? Tout porte à le croire car depuis l'arrivée du numérique, la vente des journaux est nettement en baisse et le tirage en chute libre. Comment faire face à la concurrence du numérique? Notre reporter Mohamed Saliouba a rencontré quelques spécialistes. Suivez. Ancêtre des médias, aujourd'hui, la presse écrite fait face à l'essor du numérique. Dans cette rédaction, par exemple, les invendus s'accroissent de jour au jour et la publicité se fait de plus en plus rare. C'est une crise mondiale. Je connais des journaux africains qui tiraient à 700 000 exemplaires. Je ne cite pas de nom, mais aujourd'hui, ils en sont à 200 000. En Guinée, le lynx cracolait vers 7 000. Nous sommes loin de ça aujourd'hui. Nous sommes entre 4 et 5 000. La facilité, la démocratisation de l'Internet. Aujourd'hui, les téléphones sont des terminaux de lecture. Comme les journaux l'étaient avant, le papier était avant. Donc aujourd'hui, comme tout le monde a un téléphone, donc il est tout à fait possible et facile de lire un article de presse en ligne sur son téléphone. Donc avec autant de facilité,
le net a naturellement pris le dessus sur la presse écrite. La montée fulgurante du numérique a engendré la diversité des supports de communication et a facilité l'accès à l'information sur le net. Une éclosion qui a freiné le développement de la presse écrite. Donc le Guinéen qui est habitué déjà à louer des journaux, même pour ce qui est de nos fonctionnaires, quand il faut aller sur un site gratuitement lire, pourquoi acheter un journal papier qui plus n'est pas un quotidien. Pour résister à la concurrence du web, certains journaux expérimentent une version numérique pendant que d'autres se résignent tout simplement. J'espère très lointain qu'on tombera en deçà des 3000 et on va fermer. Le Lynx ne peut pas vivre avec 3000 numéros sur le marché. Et donc la crise est réelle, elle est totale. La presse écrite ne disparaîtra pas. Je ne crois pas qu'elle va disparaître. Par contre, elle doit améliorer. Aujourd'hui, il y a une valeur ajoutée dans la presse que constitue l'investigation. Parce que si c'est le factuel, aujourd'hui, ils ne peuvent pas battre la presse en ligne. La presse en ligne, ce qui se passe tout de suite est relayé par les sites et sur les réseaux sociaux. Maintenant, la presse écrite doit se spécialiser dans les investigations, les enquêtes qui vont prendre du temps, mais qui est vraiment la forme la plus aboutie du journalisme. On en vient maintenant à ce rendez-vous culturel. Le dernier vendredi de chaque mois, à Conakry, écrivains et hommes de culture se retrouvent. Une rencontre d'échange entre professionnels du livre autour des enjeux de leur profession. Ainsi, pour le mois de janvier, le prix de l'auteur est décerné au professeur Djibril Tamsignan et celui du livre est revenu à Binta Anne. Compte rendu Yamo Kaba. La délégation de la Renaissance française en Guinée multiplie ses rencontres pour perpétuer les hommes de culture. Cette fois, c'est l'écrivain guinéen, professeur Djibril Tamsignan, qui est à l'honneur. Son parcours et son célèbre roman Sundiata ou l'épopée mandingue sont largement expliqués à ses amoureux des histoires et des belles lettres. Nous avons pensé que le professeur Djibril Tamsignan, qui est une icône, avait le droit d'être la personnalité du mois. Vous avez tous écouté sa longue biographie. Il a eu tous les mérites. Il a eu des diplômes. Il a eu des décorations. Il a écrit des livres qui font référence dans le monde littéraire africain et mondial. Le professeur Djibril Tamsignan, c'est plus qu'un monument, c'est une légende. Son œuvre immense et abondante a été présentée ce soir. Je pense qu'il a beaucoup fait pour la Guinée, il a beaucoup fait pour l'Afrique occidentale, comme on l'appelait, il a beaucoup fait pour l'Afrique, il a beaucoup fait pour l'humanité. Le célébrer aujourd'hui est une excellente chose. Autre moment fort de la rencontre, l'hommage rendu à Binta Anne, une autre pointure de la littérature guinéenne, aussi à l'honneur avec son roman Mariage par colis. C'est un livre qui parle de la réalité, surtout des différentes réalités de la jeunesse guinéenne en Guinée et de la jeunesse africaine en Occident. Il parle des mariages forcés, les mariages colis proprement dit, et il parle aussi de l'immigration clandestine. Ça fait plusieurs années déjà, on a parlé de ça, on ne savait pas qu'aujourd'hui on allait parler de l'esclavage moderne qui est en train de se faire dans ces pays que les jeunes visent. Donc c'est un livre qui parle de toutes nos réalités. Créé pour appuyer l'événement Conakry, capitale mondiale du livre, ce rendez-vous culturel et scientifique donne le plaisir de lire au public avec des ouvrages accessibles. Éducation à présent, nous vous invitons à suivre une déclaration du comité des jeunes du syndicat libre des enseignants de Guinée-Slègue. Par cette déclaration, ces jeunes déclarent illégal tout mouvement qui peut porter atteinte au bon déroulement de l'année scolaire en cours. Suivez. Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée-Slègue. Déclaration numéro 1. Camarades enseignantes, enseignants. Chers chercheuses et chercheurs, employés du secteur de l'éducation publique et privée, militants et sympathisants de SLEG, chers parents d'élèves et élèves de Guinée.
le Comité national des jeunes du SLEG constate avec amertume le mot d'ordre de grève projeté pour le 12 février 2018 par des individus incontrôlés, se réclamant de la structure en étant exclus du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, SLEG. Considérant que ces individus agissent en violation flagrante des statuts et règlements qui régissent le fonctionnement de la structure à laquelle ils se réclament, à savoir le SLEG. Considérant que cette pareille situation peut déboucher sur des dégâts importants, comme ce fut le cas de la précédente grève déroulée en novembre 2017, ayant entraîné la mort de 3 jeunes innocents fauchés par balle, le viol par un enseignant d'une élève adolescente de 12 ans, la blessure d'un jeune élève qui a perdu à l'occasion un œil, la destruction massive des biens des particuliers, dont les opérateurs économiques et des biens publics, la perturbation des cours dans plusieurs écoles pendant plusieurs semaines. Considérant que ces mêmes personnes visent en particulier à la démobilisation et le découragement des jeunes enseignants qui sont aujourd'hui les plus nombreux dans les écoles primaires et secondaires. Considérant par ailleurs les résultats positifs obtenus par l'intercentrale CNTG-USTG à la suite des négociations tripartites gouvernement, employeurs, travailleurs, dont notamment le maintien de la valeur monétaire du point d'indice à 1030 au lieu de 751 pour la santé et l'éducation et 977 pour les autres fonctionnaires, dont les 10% seront payés à la fin de ce mois de février 2018. Par conséquent, le Comité national des jeunes du SLEG déclare non fondé l'avis de grève lancé par ces individus incontrôlés qui n'ont pour but que de s'aimer la division, le doute et l'insubordination, ce qui porte atteinte à la sécurité nationale et à la quiétude sociale. Parallèlement, le comité invite les enseignantes et enseignants, élèves et parents d'élèves à ne pas suivre ce mot d'ordre de grève qui compromettrait l'avenir de nos enfants et de notre nation. Vive la solidarité syndicale, unis nous vaincrons, fait à Conakry le 2 février 2018, ont signé le président du Comité national des jeunes du SLEG, Diallo Khalidou, un membre, Kaba Aboubakar. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, cette déclaration met fin à ce journal. Grand merci à vous pour votre aimable attention. Passez une excellente soirée. À demain. Thank you.